RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Alors ensemble, nous recevons sur ce plateau Virginie Calmels. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux et probablement numéro 2 du parti Les Républicains si Laurent Wauquiez est élu à la tête de la droite française puisque vous l'avez rejoint cet été. Alors vous venez du monde de l'entreprise, passé par les directions de Canal+ et la société de prod Endemol. On vous dit pragmatique et déterminé, des qualités à la mode, en tout cas pour faire de la politique en ce moment, mais certains moquent aussi votre agilité à voler comme un trapéziste de Juppé à Fillon et désormais à Laurent Wauquiez que tout sépare de votre mentor. Alors, pour Alain Juppé, vous étiez son aile libérale, on va dire. Pour Wauquiez, vous êtes son aile modérée, centriste. Ce « en même temps », finalement, aurait pu plaire à Emmanuel Macron et vice-versa. Écoutez, j'ai été approchée à certains moments, notamment par un certain nombre de donateurs d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de personnalités qui étaient hors du champ politique, mais qui étaient plutôt dans le champ économique, considérant qu'au fond, j'aurais dû rallier Emmanuel Macron parce que j'avais ce profil très atypique, femme, chef d'entreprise, très récemment engagée en politique. Moi, j'ai fait le choix des convictions, c'est-à-dire que même si Emmanuel Macron a un côté séduisant, par sa modernité, par sa volonté peut-être de bouger un peu les lignes et par cette capacité qu'il aura eu finalement à arriver très très rapidement et de façon presque un peu inattendue au sommet de l'État, j'ai fait le choix de mes convictions et contrairement à ce que certains prétendent, notamment parfois ceux qui ont trahi leur propre famille politique en m'accusant de traîtrise, moi je reste au contraire hyper cohérente par rapport à ce que sont mes convictions. Vous le rappeliez, je suis plutôt libérale, j'avais ces convictions avant même de m'engager en politique et de le faire à Bordeaux, là où je suis née, aux côtés d'Alain Juppé. J'ai toujours porté ces convictions libérales populaires. Moi, si vous voulez, ce que je voudrais, c'est qu'on s'adresse aux gens dans leur ensemble, aux classes moyennes, à ceux qui travaillent, à ceux qui méritent et comme je suis chef d'entreprise, je me suis engagée en politique parce que je ne comprenais pas comment ce pays pouvait avoir 2200 milliards de dettes et qu'il fallait peut-être gérer un peu différemment l'argent public pour que ça bénéficie au plus grand nombre et notamment baisser la dépense publique, baisser les impôts. Moi, je suis très très logique avec moi-même. Quand Alain Juppé ne gagne pas les primaires, eh bien les primaires avaient pour but de choisir parmi les candidats celui qui était désigné par le plus grand nombre et ensuite on devait tous se rassembler derrière celui qui a été François Fillon. Alain Juppé lui-même, non seulement a apporté son soutien à François Fillon, mais il m'a désigné avec François Fillon comme représentante des juppéistes au sein du comité politique. C'est là que je fais mon entrée au parti et c'est là que je soutiens François Fillon. Mais ensuite, est-ce qu'il n'y a pas aussi, Virginie Calmels, une cohérence dans la démarche de ceux dont vous avez parlé, vous avez évoqué le terme de traîtrise, à propos donc, on peut le penser d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence de leur part à avoir rejoint Emmanuel Macron qui met en œuvre un programme qui n'est pas très éloigné en bien des points des propositions que défendait François Fillon? Alors, pour moi, il y avait d'abord plusieurs temps. Je vais vous dire ce à quoi moi j'aspirais. C'est une vraie modernisation pour ce pays parce que je crois qu'en effet, on peut constater qu'au fond, on est au bout d'un système. Et il fallait du renouvellement. Mais ce vrai renouvellement, pour moi, il passait par une coalition. Une coalition à l'allemande ou en tout cas la capacité à un moment donné à se mettre autour d'une table pour diriger la France en faisant fi des ambitions personnelles, mais vraiment dans l'intérêt général, et à négocier un accord de gouvernement avec les principales forces en présence. Pour moi, comme vous les avez cités, ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron avant les législatives ont finalement empêché cette coalition d'exister, puisque ça a été, et Emmanuel Macron s'en est pas caché, c'était sa stratégie, il a fait exploser la gauche, et il souhaitait de la même façon faire exploser la droite. Et il est un peu réussi.
il a bien réussi à gauche, comme ça vous a pas échappé. Et en fait, la droite résiste. Elle a résisté parce qu'elle a quand même réussi à sauver 100 députés au mois de juin, mais aussi parce que finalement, on l'a vu aux dernières sénatoriales, les élus locaux notamment font toujours confiance à la droite. Et puis, on va voir s'il va vraiment réussir sur son pari d'avoir des résultats en France, parce que c'est ça le plus important. Moi, ce qui me choque un peu, si vous voulez, moi qui ne fais pas de la politique depuis très longtemps, c'est que je pense que c'est pas tant d'anéantir ses adversaires, l'objectif. C'est de vérifier que les Français vont mieux vivre demain qu'hier. Et donc, c'est trop facile de dire, en fait, on va faire exploser une force d'opposition pour se maintenir au pouvoir. Et puis moi, ce qui me fait froid dans le dos, c'est que je n'ai pas envie, d'où mon ralliement mon alliance plutôt qu'un ralliement à Laurent Wauquiez, c'est que je n'ai pas envie qu'on se retrouve dans 5 ans, si jamais Emmanuel Macron échoue, je ne le souhaite pas pour le pays, mais s'il échoue, à ce qu'on ait un choix entre Mélenchon et Le Pen. Et donc je pense qu'on a absolument besoin d'une 4e force politique qui s'appelle la droite. La droite, elle est multiple, elle a besoin de cette diversité, elle a besoin de courants qui ne sont pas sensiblement les mêmes. Je ne suis pas le clone de Laurent Wauquiez, j'amène une autre sensibilité, mais on a besoin de se rassembler pour exister et pour surtout Mélenchon ne soit pas le seul opposant à Macron et presque un opposant facile et désigné pour en fait continuer tranquillement son bonhomme de chemin. Alors Virginie Calmès, ce qu'on va essayer de savoir, c'est est-ce que c'est s'opposer pour s'opposer bêtement, ou est-ce que vous allez parfois pouvoir distribuer quelques bons points, puisqu'on a vu qu'Emmanuel Macron a monté son parti ex nihilo, En Marche, un peu comme une start-up. Il est une sorte de président manager. On écoute un extrait très court de son interview dimanche soir. Moi, je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire il y a des gens qui réussissent, taxons-les, nous nous porterons mieux. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. Alors voilà, vous dites je suis libéral, c'est exactement ce que dit là Emmanuel Macron, parce que l'idée de la réussite individuelle, c'est une idée libérale. Donc là-dessus, j'imagine que vous ne vous signez en bas de la feuille. Oui, ça dépend. Je pense que parfois, il faut ne pas oublier tous les Français et pas s'adresser qu'à certains Français. Mais là où vous avez raison, c'est que moi, je ne ferai pas de l'opposition systématique. Et d'ailleurs, avant même que Emmanuel Macron soit président, je l'avais dit, on n'était pas nombreux à droite à l'époque. Je crois qu'on était à peine 3 à dire que si j'avais été parlementaire, j'aurais voté la loi Macron. Donc, ce qui va dans la bonne direction, je ferai évidemment partie de ceux qui le soutiendront parce que je suis cohérente avec mes idées. Quand il dit ça, évidemment que je ne peux pas être en opposition avec lui, car je pense qu'il faut effectivement valoriser le travail et valoriser le mérite dans ce pays. Mais attention, il y a d'autres façons pour moi de le valoriser que de taxer encore un peu plus les retraités qui ont travaillé toute leur vie. Oui, ça c'est l'argument de la droite aujourd'hui. C'est quand même important parce que les retraités, c'est un nombre significatif de nos concitoyens, mais c'est aussi l'achèvement d'une vie. Vous voyez, quand vous avez travaillé toute votre vie, souvent, c'est pour essayer de constituer un petit patrimoine qui passe parfois par l'achat de sa résidence principale après beaucoup d'années d'endettement pour transmettre à vos enfants. Et donc, moi, quelque part, je ne suis pas totalement en phase avec lui sur cette politique qui viserait à taxer assez fortement, finalement, les retraités, considérant qu'ils ne sont plus productifs. Oui, mais ils l'ont été toute leur vie. Je n'ai pas envie qu'on les fasse fuir au Portugal. Mais aussi à valoriser le travail des classes moyennes. Pour rester sur les grands axes, pendant la campagne présidentielle, vous disiez d'Emmanuel Macron que c'était un mystificateur. Vous vous en souvenez? C'est possible, vous savez, j'ai eu des propos... Et vous disiez que c'était un homme de gauche qui gouvernerait toujours avec la gauche. Vous diriez encore ça aujourd'hui? Alors, il a prouvé, parce qu'il a été extrêmement tactique et habile. D'abord, il a montré une vraie tactique politicienne en choisissant un Premier ministre issu de la droite. Ça a été son premier mouvement... Très proche d'Alain Juppé. Oui, nous étions dans la même équipe pour défendre Alain Juppé en porte-parole et en proximité. Il était peut-être plus son aile gauche et moi j'étais peut-être plus son aile droite. Mais en l'occurrence, il a montré à ce moment précis qu'il faisait clairement de la politique avec une très grande tactique et qui a marché. Puisqu'en fait, le fait que quelqu'un de nos rangs accepte finalement de rejoindre Emmanuel Macron avant
ces législatives. Moi, j'avais fait une tribune que j'avais intitulée « Pas d'appel avant le 18 juin ». Vous comprenez bien la référence historique, parce que le 18 juin, c'était le deuxième tour des législatives. Et que je pensais que les Français avaient choisi Emmanuel Macron. J'en ai fait partie. J'ai voté Emmanuel Macron au second tour, parce que pour moi, il n'y avait pas photo entre Madame Le Pen et Emmanuel Macron. Mais pour beaucoup de Français, ça n'a été pas forcément un choix qui a été fait par un élan. C'est aussi parce qu'en face, il y avait Marine Le Pen. Et je pensais que les Français avaient la possibilité, grâce aux législatives, de choisir le projet sur lequel Emmanuel Macron aurait pu gouverner. Et ce que j'aurais adoré, c'est qu'Emmanuel Macron, in fine, soit obligé soit de passer par une coalition, soit de réellement prendre le projet de la droite. Il a pris Édouard Philippe, mais il n'a pas pris le projet d'Alain Juppé. Et quand on regarde en détail, non, il n'applique pas le projet d'Alain Juppé. Il applique le projet Emmanuel Macron. Celui pour lequel il a été élu. Absolument. Et de ce point de vue-là, je ne pourrais pas lui faire ce reproche, mais ce n'est pas celui auquel moi j'adhérais. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la droite, une fois encore, doit reprendre toute sa place dans le débat. Faire valoir, non pas de l'opposition systématique, c'est pas ça le sujet. Oui, mais justement, sur Virginie Calmès, force de proposition pour montrer qu'il y a un autre chemin pour le pays. Si vous êtes, et c'est sûrement ce qui va se passer, puisque Laurent Wauquiez on verra. Une élection n'est jamais... Écoutez, c'est vrai, on l'a vu d'ailleurs pendant les primaires. Il faut être donc, humble. C'est vrai, méfiance. Mais en tout cas, on va dire qu'idéologiquement, il y a quand même l'épaisseur d'un papier à cigarette entre la droite et Emmanuel Macron, que ce soit sur l'État-providence qu'il faut réformer, sur se convertir à l'efficacité. Est-ce que vous n'avez pas peur, dans le fond, de vous retrouver en numéro 2, être en contradiction finalement avec ce que dans le fond vous pensez? Je vais vous dire, c'est une ça fois encore, quand je suis en ligne avec ce que fait Emmanuel Macron, je le dirai, et j'ai pas besoin de créer de la contradiction là où il y en a pas. Par exemple, sur le budget, qu'est-ce qui vous heurte aujourd'hui? Sur le budget, beaucoup de choses, mais juste sur le fond, avant d'aller dans la technicité du budget, il y a un gouffre qui me sépare d'Emmanuel Macron dans son approche, parce que c'est quelqu'un qui est très étatiste, qui pense que les solutions pour le pays vont passer par lui et par l'État, et qui est très centralisateur. Moi, je crois à la décentralisation. Je crois que l'État doit mieux protéger les gens sur ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire mettre le paquet sur la sécurité, sur la justice, sur l'éducation, sur la santé. Je ne pense pas que l'État, aujourd'hui, ait réussi à créer davantage de justice dans ce pays. En revanche, ce que je vois, c'est la dépense publique. Non, mais attendez, il y a une chose qui est certaine. La dépense publique, et on va revenir au budget, elle ne diminue pas. Et ça, vous voyez, c'est presque le moteur de mon engagement politique. Non, mais sur le retour de l'État, comment est-il possible qu'on continue dans un pays qui a 2200 milliards de dettes à dépenser toujours plus? J'entends bien, mais le retour de l'État, ce retour de l'État, par exemple, sur l'Unédic, qui est en grave déficit, ou sur le fromage, on appelle ça le fromage parce que c'est un gâteau de 35 milliards d'euros de la formation, que l'État veulent y remettre son nez pour que ce soit plus efficace. Est-ce que vous considérez que c'est une mauvaise idée? Mais là encore, toutes les têtes de chapitre sont bonnes. On avait les mêmes tête de chapitre quand on était en train de défendre le projet d'Alain Juppé ou celui de François Fillon, qui finalement, quand on regardait bien en détail, était très proche, parce que c'était la même famille politique qui voulait aller dans la même direction. Les têtes de chapitre, dire qu'on est pour l'apprentissage, vous imaginez bien qu'une femme comme moi, qui suis chef d'entreprise, je ne peux être que pour le développement de l'apprentissage. Vous imaginez bien que sur un certain nombre de grands principes qui sont énoncés, on ne peut être que d'accord. Mais comme toujours, d'abord, c'est l'exécution, et ensuite, on passe à côté. D'ailleurs, le président de la République dimanche n'a pas une seconde dans son allocution parlé de la baisse de la dépense publique. Le budget qui est présenté l'année prochaine, il est en hausse sur les dépenses de l'État. Elle passe de 417 milliards à 425 milliards. On est un pays qui a 55% de son PIB en dépenses publiques. C'est pour ça que je pense que ce pays n'est pas trop libéral, et Emmanuel Macron non plus. Et je pourtant, pense que Virginie ce pays Calmels, est suradministré. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré son admiration. Il a dit « Je suis admiratif devant le budget 2018 ». D'abord, est-ce que c'est vraiment un service à rendre à Emmanuel Macron dans la bouche de Jean-Claude Juncker? Oui, mais puis quand la dette continue à augmenter, chacun place son admiration où il le souhaite. Il a l'imprimatur de Non, mais Jean-Claude vous savez, Juncker. on arrivera toujours à trouver des gens qui distribuent les bons et les mauvais points. Le sujet, c'est est-ce que les Français
pense qu'on est sur la bonne voie, au sens où il y a une modernisation, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et de ce point de vue-là, une fois encore, je suis d'accord. Mais ce que j'ai l'impression, finalement, de voir, c'est un Emmanuel Macron qui est en train de détricoter tout ce qu'a fait François Hollande. Et je ne peux que m'en réjouir, puisque j'étais totalement opposée à la politique menée par François Hollande. Quand François Hollande disait qu'il fallait taxer le capital comme le travail, là, il crée une anomalie, parce qu'il n'y a pas des pays au monde qui se portent bien, qui ont fait cette erreur absolue. Et Emmanuel Macron revient en arrière là-dessus. Tant mieux. Mais est-ce qu'on est en train d'aller là où on voulait aller, c'est-à-dire une réforme en profondeur de la France, qui a quand même, là encore, 6 millions de fonctionnaires? Il nous explique qu'il voulait baisser de 120 000 fonctionnaires. In fine, pour ça, en gros, c'est 24 000 fonctionnaires par an. L'année prochaine, c'est 1000. Donc on voit bien qu'au fond, il y a le déclaratif, et puis après, on verra. Moi, je ne lui fais pas de procès d'intention. Simplement, s'il n'en fait que 1000 l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra en faire 40 000 oui, mais 120 000, c'est sur le quinquennat, c'est pas 120 000 par an. Ce que je viens de vous dire, ça fait 24 000 par an. Mais si vous n'en faites que 1000 l'année prochaine, il en manquera 23 000. Alors, et puis le sujet, c'est pas tant les chiffres, c'est comment on va réussir à moderniser cet appareil de l'État, comment on va moderniser les collectivités, parce que les gens, eux, qui bossent, qui se lèvent tôt le matin, ils croulent sous l'impôt. Et on ne peut pas continuer à leur expliquer que c'est toujours plus cher, toujours plus d'impôts et des augmentations, parce qu'on parle de la CSG, mais il n'y a pas que la CSG. Il y a l'augmentation du diesel, il y a l'augmentation, il y a des impôts sur le PEL, sur l'assurance vie, ça touche le plus grand nombre. Il faut de l'argent pour faire tourner les services publics. Mais là encore, arrêtons de dire ça. Pourquoi Bien sûr qu'il en faut. Du contraire, il en faut. Mais, cher monsieur, est-ce que les services publics aujourd'hui marchent mieux qu'il y a 10 ans? Et pour autant, on a augmenté de 400 000 fonctionnaires les collectivités territoriales. Donc on a un problème, non pas on a un problème d'efficacité de la dépense publique. Bien sûr qu'il faut de l'argent et bien sûr qu'il faut payer des impôts. Et je pense que personne dans ce pays ne souhaite pas payer des impôts. Simplement, les gens ont envie que leurs impôts, ils servent à des investissements, à des choses tangibles, à l'amélioration de leur quotidien. Quand on construit des routes ou des crèches, bien sûr que personne n'a à redire sur cet argent public. Mais quand vous voyez finalement que le nombre de fonctionnaires n'a cessé d'augmenter dans ce pays avec des taux d'absentéisme qui sont très élevés, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer au bien-être au travail des fonctionnaires? Moi, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux moins de fonctionnaires, mieux rémunérés, avec plus de reconnaissance de leur travail effectif et surtout ne pas considérer que tout le monde doit être fonctionnaire. Il y a vraiment, une fois encore... C'est une vieille idée et personne ne l'a fait. Mais pourquoi? Par manque de courage peut-être. Et je pense y compris dans votre famille politique. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Vous savez, je pense que mon sujet, il n'est pas de défendre des méthodes auxquelles je ne crois pas. Moi, je crois qu'on a besoin, et c'est peut-être parce que je viens de l'entreprise, parce que je crois à l'efficacité de la dépense, parce que je pense qu'il y a d'autres méthodes, et parce que, une fois encore, je crois qu'il faut restaurer le bien-être au travail de tous ces agents publics qui, aujourd'hui, sont en souffrance, mais où, finalement, on a l'impression qu'alors que toutes les entreprises de France et de Navarre passent à la numérisation, à l'efficacité, diminuent leurs coûts sans, bien évidemment, licencier ou toucher simplement par efficacité de leur gestion, eh ben, on a l'impression que l'État est le mauvais élève qui, lui, finalement, ne baisse pas sa dépense publique. Alors, on va en venir dans cette deuxième partie au cas Wauquiez, de la droite, dans le fond, ce que vous voulez, parce que là, on est dans la critique de ce que fait Macron aujourd'hui, mais pour rester là-dessus, puisque cette première partie est bientôt terminée, vous qui venez de l'entreprise, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne proposition d'ouvrir des nouveaux droits à des chômeurs, c'est-à-dire la démission, le chômage, pour les démissionnaires, même si on a vu que Emmanuel Macron était un peu tangent finalement sur cette nouvelle mesure. Vous en pensez quoi? Vous mettez l'accent sur ce qui me différencie de son approche. Et peut-être parce qu'il n'a pas passé suffisamment d'années dans le monde réel. Moi, j'ai passé 20 ans en entreprise et je peux vous dire que le risque de cette proposition, c'est de confondre une fois encore les Français, les quelques Français, et tant mieux s'il y en a qui souhaitent devenir des start-upers, créer leur entreprise, avoir un projet et bénéficier du coup d'une indemnité conventionnelle liée à cette transaction qui peut s'opérer et du coup une démission pour créer une vraie entreprise, sachant qu'on sait que malheureusement toutes ne vont pas être à succès et beaucoup. C'est aussi favoriser la mobilité, pas forcément pour créer une entreprise. Oui, mais c'est là où je pense que c'est aussi
aussi dangereux de faire miroiter à certaines personnes. Vous savez, si je reprends ce qu'avait Emmanuel Macron avait dit des dames de chez GAD qui étaient illettrées. Ouais. Est-ce que vous pensez que finalement, elles ne se diront pas qu'il y a un effet d'aubaine à démissionner au lieu d'avoir un métier très dur, très difficile, sans penser nécessairement qu'elles reprendront un job dans les 3 années qui suivent? On reprend dans quelques minutes. C'est la fin de cette première partie. À tout de suite donc avec Virginie Calmels.